Donc, une série d'arrestations, un réseau de contrebandiers démantelés. Ça a attiré l'attention parce que, bon, il y a des contrebandes, c'est des réseaux de contrebandiers de cigarettes démantelés. On en parle aux nouvelles, mais on en fait quasiment plus de cas, parce qu'on le sait, il y a de la contrebande de façon massive. Celui d'hier a attiré davantage l'attention parce qu'on est moins habitué. Réseau de contrebandiers de vin. Et là, des gros chiffres, on parle de 14 millions de dollars, des quantités de bouteilles impressionnantes. Donc, on se rend compte que c'est un réseau super organisé. Puis quand je dis des bouteilles, ça veut dire que tu as un système, une usine, de l'embouteillage, de l'étiquetage. Puis là, il y a un énologue, un spécialiste là, qui fait des recettes pour prendre des petits vins pas trop chers, qui importe par espèce en grosse quantité, en vrac, là, je sais pas, des poches de vin. Et qu'avec ça, on fait on essaie de faire passer ça pour du vin qui se vend plus cher, des meilleurs vins, essayer de faire passer ça pour un Chianti ou un vin qui a une certaine réputation. On va parler avec Michel Rouillard, qui est un policier à la retraite, qui est porte-parole de la Coalition nationale contre le tabac de contrebande, mais qui est devenu un spécialiste de toutes les formes de contrebande dans ces expériences-là. Bonjour, M. Rouillard. Bonjour, M. Dubon. Je suis curieux d'avoir vous, là, parce que vous êtes là-dedans, la contrebande, vous en parlez, vous y réfléchissez, vous l'étudiez. Votre réaction quand vous avez entendu ça hier matin? En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est encore les mêmes personnes, c'est encore le crime organisé qui est derrière tout ça. Excepté que cette fois-ci, bon, on a mis l'emphase sur le vin, et c'est aussi aberrant, mais on répète la même chose qu'avec la cigarette de contrebande, c'est-à-dire que c'est le crime organisé qui pilote ça par en arrière, puis qui distribue ça par la suite dans les régions. Ah ouais, pour vous faites le parallèle très très vite avec la cigarette. Pour vous, c'est même modus operandi, même joueur, même... Ça part toujours de le même endroit aussi, si vous avez remarqué. Ça part de la Rive-Sud de Montréal, de Kanawake. Ouais. Leur modus operandi, là, comment on résumerait ça? Parce que là, ça prend... Dans le cas du vin, évidemment, ça prend un spécialiste de la recette pour faire un vin. Ça prend un réseau de distribution, ça prend des fabricants, de l'embouteillage. Comment vous avez vu leur façon d'opérer, hein? Ben, leur façon d'opérer, c'est sûr que c'est un peu plus complexe que celui de la cigarette, parce qu'au niveau de la cigarette, tout se passe sur la réserve. C'est-à-dire, le tabac rentre là, puis on fabrique les paquets de cigarettes, ou encore on distribue en vrac là, pour le vendre en vrac aussi. Tandis que au niveau du vin, là, il a fallu de l'embouteillage, puis on a vu aussi qu'il se fait de la transformation. J'ai trouvé ça assez spécial, mais il aurait pu tout simplement prendre les mêmes bouteilles puis les revendre telles quelles. Mais là, on décide de changer les saveurs pour supposément là, lui donner un goût plus boisé ou plus fruité et donner une appellation de vin contrôlé. La petite recette secrète du colonel un peu ça, pour faire un supposé meilleur vin. Ouais, mais la distribution, par exemple, là, comment... Parce que ça prend des clients. Ça prend des clients, mais vous savez, je pense que c'est un peu la même chose comme au niveau de la cigarette. C'est les gens, aujourd'hui, au Québec, là, on paye cher pour tout. On paye cher pour le tabac, on paye cher pour le vin, toutes les boissons alcoolisées. Ben, on paye cher ces deux produits-là parce que c'est juste des taxes, ça. Une bouteille de vin qu'on paye 15$, il y a à peu près 4$ de vin dedans. Le reste, c'est juste des taxes. Les cigarettes, c'est encore pire. Vous avez raison. Fait qu'à partir du moment où on enlève la taxe, ça devient un peu très, très abordable. C'est la même chose, encore plus dans les cigarettes que dans le vin, mais dans la boisson aussi. Là, je veux dire, comme vous le savez comme moi, vous savez voyager un petit peu. Une bouteille de vin, on va juste au bord de la frontière, au sud, ici. Une bouteille de vin qu'on paye là-bas 7-8$, ils nous la vendent d'environ 18$ ici à la Société des alcools. Alors, il y a de moyennes différences. C'est la même chose. Là. On profite tout simplement du fait qu'il n'y ait pas de taxe. Mm-hmm. Je comprends, vous savez, M. Dumont, je comprends très bien que le gouvernement taxe ces produits-là, qui sont des produits, somme toute, non essentiels à la vie, non nécessaires comme tels pour vivre en famille, mais en même temps, bon, tout le monde a droit à un certain loisir, puis tout le monde a droit un peu à se récompenser de temps en temps, si je peux dire ça de même, mais le fait qu'on taxe, c'est une chose, mais qu'on surtaxe, c'est là que ça devient, à un moment donné, tentant pour ceux qui ont l'esprit mal pensant de faire de la contrebande. Puis voilà une source de profitabilité, là, d'aller faire de l'argent vite fait, comme on dit, comme ils le font sur le dos de la cigarette, puis là, ils le font sur le dos du vin. Ouais. Du monde bien organisé, quand même. Je sais, dans les cigarettes, là, vous en parlez souvent, ils ont des usines à cigarettes, et des usines complètes. Mais là, dans le cas du vin, encore là, c'est une forme d'usine, une usine d'embouteillage, d'étiquetage, en grosse quantité, là, pas comme quelqu'un qui fait ça lentement dans son sous-sol, là, en série. On parle de monde quand même qui ont de l'équipement,
qui rentre, on se demande comment ça rentre, ça, des poches de vin clandestinement, que ça circule sur le territoire du Québec, que ça passe les frontières. Je sais pas, nous autres, on se met dans la peau du simple... les citoyens qui voyagent, ils se disent, on va en Europe, puis si on a peur de ramener une bouteille de vin de plus, parce qu'on va se faire pogner aux douanes, il en rentre des poches de vin par quel moyen de transport. C'est quand même bizarre pour les gens de comprendre comment tout ça peut se faire en toute impunité, là. Ce que j'ai compris à la lecture des journaux un matin, entre autres, c'est que ça transitait d'Italie vers le port de Montréal, mais pour pas être dédouané à Montréal parce qu'il avait peur de se faire prendre, il se rendait jusqu'à Toronto pour, après ça, faire la livraison là, jusqu'à Kanawake. On parle de containers complets, là, on parle des 2400 litres là, de vin, ça rentrait en vrac de cette façon-là. Ouais. Bon, vous l'avez dit, ça part toujours dans la même place, Kanawake. Y a-t-il des lois à Kanawake? Bon, je veux pas... Question simple, là. Ouais, il y a bien des problèmes là-dedans. Hein. Premièrement, bon, on comprend que en ce qui concerne là, le vin, les policiers de Montréal ont eu l'assistance des Peacekeepers de la réserve pour travailler là-dessus parce que les Peacekeepers étaient d'accord que c'était complètement illégal qu'il n'y a pas d'affaire là. Même on peut penser que les Peacekeepers ont collaboré plus à l'enquête que le gouvernement fédéral. Il semblerait, oui. Hein? C'est ce que j'ai compris aussi. Par contre, au niveau de la cigarette, on n'a pas cette collaboration-là, parce que pour les Peacekeepers, comme pour la communauté amérindienne, la fabrication de tabac et la vente de tabac, pour eux, c'est un droit acquis, ancestral, et puis, en fait, donc, ils veulent pas collaborer avec les policiers sur le fait de la contrebande, même s'ils savent que c'est le crime organisé qui, en arrière de ça, distribue ces cigarettes-là partout au Québec, en Ontario et ailleurs au Canada. Parlons-en des cigarettes, là, parce que bon, là, on a parlé beaucoup du vin hier avec le réseau qui a été cassé, là. Mais j'entends des craintes. Je sais qu'au niveau de votre association, on se pose la question. Le gouvernement va interdire, dans le projet de loi qui vient juste d'être déposé, va interdire les cigarettes au menthol, les cigarettes avec une saveur, parce qu'on dit que les saveurs, ça incite les jeunes à fumer. Ça va être interdit de vente légale, donc il n'aura plus d'indépanneurs, il n'aura plus dans les lieux de vente légale. Est-ce que c'est pas un marché? S'il y a des gens, la loi de l'offre et de la demande, s'il y a des gens qui aiment ça, des cigarettes au menthol, ou qui aiment ce genre de saveur-là, on vient pas d'ouvrir la porte à tout un merveilleux marché noir. Oui, puis effectivement, ils nous ouvrent la porte à ce moment-là. Si on l'enlève complètement du marché légal, la seule façon qu'ils vont pouvoir le trouver, c'est sur la cigarette de contrebande. Alors à ce moment-là, effectivement, on donne un chèque en blanc aux contrebandiers à cet égard. Puis en même temps, ce que je trouve un peu drôle, c'est qu'on dit on veut enlever les arômes parce que c'est ça qui attire les jeunes. Je peux comprendre que certaines arômes pour certaines cigarettes ou certains petits cigarillos, ça attire peut-être les jeunes, mais lorsqu'on parle de la cigarette menthol comme telle, c'est pas nécessairement les plus jeunes qui fument ça, selon les statistiques déjà établies. Et deuxièmement, si on veut pas vendre aux jeunes, ben justement, c'est que qui vend la cigarette près des écoles? Parce que les jeunes en bas de 18 ans ne sont pas supposés fumer. Ils n'ont pas le droit d'acheter de la cigarette. Et eux, les contrebandiers le savent très bien, mais lorsqu'ils vendent près des écoles, du tabac à bon marché, ben c'est justement, ils vendent ça à des 15 ans, 16 ans, 17 ans. Parce qu'ils ciblent les jeunes, parce qu'ils savent que ces jeunes-là peuvent pas aller au dépanneur pour s'en acheter, là. Effectivement. Ah oui. Merci beaucoup, M. Rouillard, d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Merveilleux monde de la contrebande. On va s'arrêter pour une pause. Au retour, Michel Girard va être là pour parler économie. On va entre autres parler de la situation des casinos. Hier,